je veux rebondir sur ce qu'a dit Dany, parce que franchement, si vous ne connaissez pas Bernard Friot, il faut le découvrir. Alors, présente-nous-le, tiens, puisque je suis sûr Ah bah, qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. c'est un économiste, sociologue, philosophe, d'approche marxiste, militant communiste, et c'est un communiste authentique. C'est-à-dire, lui, il fait du communisme selon Marx. C'est lui qui développe pour la retraite l'idée qu'il faut le salaire à vie. Je ne peux pas développer, puisque c'est pas la thématique du jour, mais c'est vraiment quelqu'un de passionnant, et qui est un peu comme moi iconoclaste, ce qui veut dire briseur d'icônes. Et franchement, c'est au moins aller écouter, tu vois, c'est intéressant. Ses livres sont passionnants. Il est toujours en recherche de rupture et franchement, faut au moins aller l'écouter une fois, une fois. Et tu sais qu'il travaille aussi avec Frédéric Lordon. Ils travaillent tous les deux en doublette et c'est un dialogue en fait qui se passe entre deux grands intellectuels. Et ça, c'est quelque chose c'est un peu comme s'il y avait un dialogue entre Aristote et Platon, tu vois. Donc à ne pas rater, c'est ça. Voilà. Ce qui a abouti à un livre, hein, Absolument. dont le titre est En travail. En travail, absolument. Et ils ont mis, je crois, presque un an pour le réaliser, puisqu'en fait, si tu veux, c'est des masses d'échanges qu'ils ont essayé de mettre un enfandement, 9 Voilà. Voilà. C'est un accouchement, en quelque sorte. C'est un accouchement. Et 10 ans pour l'éditrice, pour les faire rencontrer, parce que non, mais ça faisait très longtemps que l'éditrice avait envie de faire rencontrer ces deux personnes, et ça lui a pris 10 ans pour que ce rendez-vous puisse se réaliser. Donc vraiment, c'est à pas louper. Alors, la dette. Mythe ou Alors, réalité l'idéologie de la dette. Alors, c'est bien, rappelle-toi que lorsqu'on a fait les premières séances d'Economicus, j'ai lourdement insisté sur le fait qu'en économie, il y avait deux choses. Il y avait l'approche économique au sens strict, mais il y avait surtout la philosophie. C'est-à-dire, si tu veux, les soubassements idéologiques sur la perception de l'homme dans la société. Et d'ailleurs, la force des marxistes, comme Bernard Friot, ou je l'espère comme moi, c'est qu'en fait, on n'est pas économiste. On est marxiste. C'est-à-dire, nous, l'économie, c'est une approche, c'est une grille de lecture, mais sur laquelle on va venir même pas se greffer, s'insérer complètement une approche sociologique, donc de la question des classes sociales, de la société, la question de l'histoire comme étant une matrice de long terme, hein, et puis la question philosophique, c'est-à-dire qui a l'approche de l'homme dans la société. Et c'est ça qui fait la force du marxisme, c'est-à-dire tu n'as pas une lecture univoque, uniforme. Alors que les libéraux, si tu veux, il faut bien le comprendre, mais ils ont leur cohérence, hein. Je les critique pas, ils ont une cohérence. Pour eux, c'est de l'économie pure, c'est-à-dire du marché, offre et demande, régulée par ce qu'ils appellent la main invisible. Tandis que pour les marxistes, c'est la lutte des classes. Tu vois ? Mais la lutte des classes, c'est de l'économie, de la sociologie, de la philosophie, et voire de la géographie, puisque tu peux considérer qu'en fonction des pays où tu te trouves, la manière dont les choses vont s'exprimer et se traduire sera différente. Tu vois la différence. Donc là, on ne fait pas les chiffres, on fait la philosophie. Et aujourd'hui, il suffit que tu ouvres la télé, tous les jours, tu entends parler de la dette. La dette, la dette, la dette. Et qui est en fait le côté négatif d'un autre discours, qui est celui d'Harpagon dans l'Avare, de Molière. Ma cassette. Ma cassette. Où est passée ma cassette? Parce que si tu veux, plus il y a de dettes, moins il y a de cassettes. C'est pour imaginer les choses. Et c'est ça qu'il faut entendre. C'est la dénonciation de la dette, c'est toujours pour permettre au capital de s'accumuler, c'est-à-dire où est passée ma cassette. Hein. Et alors, en plus, quand tu entends les médias, en fait, la dette, c'est l'idée, c'est l'ancienne idée qu'on avait à l'époque de Dieu et du diable. Il y a, si t'as pas de dette, et la main invisible et le marché unique, c'est nickel, c'est Dieu.
c'est la main invisible de Dieu. Mais si jamais tu as de la dette, c'est le diable. Donc la dette, il faut la répudier, comme le diable à l'époque, il fallait le répudier. Franchement, je ne peux pas faire plus simple pour expliquer, si tu veux, le contraste entre les deux aspects. Alors, les mots qui accusent, dette publique, déficit public, coût du travail, coût des services publics, coût de la santé, coût des hôpitaux. Bon, tout ça a un coût, c'est réel, ça, c'est pas du mythe. Ah si, c'est du mythe. Alors explique-nous pourquoi c'est du mythe. Parce que les auditeurs peut-être ne sont pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, je ne l'explique pas. Alors, et il faut expliquer. Je vais être obligé d'aller à la fin de mon intervention. Mais c'est pas grave, on y reviendra après. Tu avais qu'à mieux organiser ton texte. Il est trop, lui. Il est trop. C'est la schlag ici. Ah, ici on rigole pas sur Radio Galère. Bon, je suis passé à la question ce matin. La torture. Donc. On dirait Léa Salamé qui fait l'histoire de François Ruffin. Alors. Non, je t'explique. C'est facile. C'est facile. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si on comprend rien, ça sert à rien. Non, mais t'as raison. D'accord. Bon. En fait, je voulais le traiter à la fin pour mieux expliquer, mais c'est pas grave, on va y aller directement. Pourquoi la dette, ça n'existe pas? Parce qu'en fait, la dette, c'est le don. La dette, c'est le don. C'est pas une dette financière. Je veux dire, admettons que tu aies 130 millions d'euros, comme c'est le gain du loto de l'euro-million de vendredi, hein, et que demain, tu as une bombe nucléaire qui explose, tu te retrouves à poil, sans maison, sans... À quoi ils vont te servir tes 130 millions? Rien. Ah, rien. Tu es d'accord? Donc, tu comprends bien, dans cette logique, que l'argent, ça n'a pas de valeur autre que comme étant de la monnaie, c'est-à-dire un moyen d'échange entre les hommes pour faciliter les échanges de biens différents que tu produis. Exemple, aujourd'hui, on est à la radio, tu m'invites, quelque part, je dépends de toi, c'est toi qui m'invites. Enfin, c'est tous les collègues qui sont ici qui m'invitent. Dany est là avec sa caméra pour me filmer, j'ai une dette vis-à-vis de lui. Mais dans le même temps, pour Dany, il a une dette vis-à-vis de moi parce que je ne serai pas là pour raconter... Il ne serait pas là lui non plus, d'ailleurs. Absolument. Mais je ne serai pas là pour raconter l'histoire que je raconte. Il ne pourrait pas faire sa vidéo. Donc, ici, nous sommes à la fois tous dans des systèmes de dons et de dettes. De dettes et de dons. Mais qui sont plus financiers, qui sont sociaux. C'est les rapports sociaux. Quand tu étais dans la tribu de Mathusalem, encore pire que Mathusalem, de Néandertal, c'était le don, la dette. Imagine qu'un jour, il avait tellement neigé que les pêcheurs ne pouvaient pas aller pêcher. Il n'y a pas de poisson. Voilà, poisson trop froid, il partait au large. Où il se cachait dans les cavernes. Eh ben, c'était les chasseurs qui allaient chasser. La neige, ça les gênait pas trop. Ils ramenaient le gibier. Les pêcheurs allaient crever de faim. Non. Il se passait à un moment donné le fait que la viande qui avait été récupérée était donnée aux pêcheurs. Donc le pêcheur pouvait manger. Qu'est-ce que ça génère? Une dette. Et puis, le jour suivant, il y a peut-être un coup de vent ou de la pluie, une tempête, et les chasseurs ne peuvent pas chasser, les pêcheurs peuvent. Et bien, en ramenant le poisson, les pêcheurs vont donner leur poisson aux chasseurs qui n'ont pas pu les chasser. C'était de l'échange, quoi. Voilà. C'était de l'échange. Attention, pas du troc. Parce que le troc, le principe du troc, tu le sais, c'est un échange bien contre bien instantané. Là, c'était en différé. Tu comprends que ça ne se passe pas le même jour. Donc, c'était en différé. Donc, c'est pas du troc. Et si c'est pas du troc, alors c'est de la dette. Mais c'est de la dette et du don. Quand tu nais à l'hôpital. Tu nais tout seul? Non. Tu es entouré de sages-femmes, du docteur qui va couper le cordon ombilical, etc., etc. Donc, déjà, à ta naissance, tu vois, c'est du communisme. Et il y a de la dette. Enfin, je veux dire, c'est le médecin et les sages-femmes qui vont faire accoucher ta femme,
et qui vont permettre la naissance du bébé. Donc tu es déjà dans un système collectif d'échanges sociaux. La seule chose qu'a fait la société, c'est qu'elle a inventé la monnaie qui ont permis aux différents producteurs de biens différents, c'est-à-dire que, par exemple, le producteur de blé ne savait pas faire des chaises, donc il avait besoin des menuisiers ou des pâtissiers. D'accord ? Bon, lui, il amenait le blé et il récoltait. Mais les autres amenaient leur connaissance, leur savoir-faire. Et l'échange social se faisait. Alors on a introduit la monnaie pour faciliter les échanges. La monnaie, pas l'argent. Je l'ai déjà dit ça. La monnaie, c'est le bien public qui permet les échanges entre les êtres humains. L'argent, c'est la privatisation de la monnaie. C'est quand la monnaie se transforme en capital qui peut s'accumuler. Et c'est là où on revient à la notion de dette. Je suis désolé, j'ai été... non, mais très très bien. C'est important de décrypter. Et là où on revient à la notion de la dette, c'est-à-dire dès lors que des individus... Tu sais, si tu veux, dans les tribus à une époque, tout le monde participait aux activités. Puis d'un coup, il y a eu le chef, qui participait plus, puis le sorcier. Et le sorcier jouait le rôle du juge. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans la tribu ou qui produisaient pas la couleur de la tribu, le sorcier les condamnait. Enfin, je raconte pas des histoires, c'est comme ça que ça s'est passé. Le sorcier ne travaillait plus. Et bien si tu veux, le capitalisme a généré des prédateurs sociaux, qui sont les banques et les marchés financiers. Et qui ont transformé la monnaie en argent, et de cet argent, ils l'ont utilisé pour générer des dettes par l'État, par manque de recettes, parce que les dettes, les déficits publics, c'est par manque de recettes. Quand tu vois par exemple Macron décider encore la suppression de la TVAE, qui était la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises, qui s'était déjà substituée à la taxe professionnelle. Alors déjà, la taxe professionnelle, qui était la contribution des entreprises pour les communes, qui était quand même les communes le moyen de répondre le plus possible aux besoins des habitants en proximité, il y a eu une chute de 9 milliards. Et bien là, il y a 6 milliards de moins. Donc si tu veux, ça génère des déficits publics qui génèrent une dette. Et la dette, c'est le moyen de te faire baisser les yeux. Et les neurones, pour te culpabiliser. C'est-à-dire, te dire, puisque tu as une dette, tu ne peux pas revendiquer. Ferme-la, c'est ça ? Ferme-la. Baisse les yeux et regarde la pointe de tes souliers. Et d'ailleurs, on a, avec Horizon, c'était dans un journal, Édouard Philippe veut rétablir l'ordre dans nos comptes et dans la rue. Dans nos comptes et dans la rue. C'est-à-dire, tu vois, il y a un désordre financier qui est le désordre de la dette, et il y a un désordre social qui lui est lié, qui est le désordre de la rue. Les deux sont des dettes. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de revendiquer, puisque seule la main invisible peut te permettre de justifier la juste répartition des choses. Et il continue. Édouard Philippe sonne l'alerte sur la dette publique. Édouard Philippe plaide pour un relèvement de l'âge de départ à la retraite pour réduire la dette. Or, rappelez-vous, le discours actuel sur la question des retraites, c'est pas le fait qu'on ait le système le plus performant au monde, puisque au niveau mondial, les Français sont ceux qui passent le plus de temps à la retraite, 22 ans en moyenne, et qui a le taux de pauvreté des retraités le plus faible au monde. Donc ce système devrait être valorisé. Pourquoi il n'est pas valorisé ? Parce que c'est un système communiste. Puisque ce sont des cotisations sociales des actifs qui viennent par solidarité financer les retraités. Et sans passer par les banques et les marchés financiers. Et tu n'as pas de dette. Qu'est-ce que tu as ? Tu as un besoin de financement. Mais une fois que tu règles cette question du besoin de financement, comme la retraite, ça revient à la société, c'est pas un coût. C'est un investissement de la société pour elle-même. Donc la dette et le discours sur la dette confondent technique et politique. Choix de la délibération collective. La politique, c'est le choix de la délibération collective. Tout le discours sur la dette vise à empêcher la délibération collective. Est-ce que c'est clair ? C'est
Ah oui. Moi, j'avais une Richard. question un petit peu annexe. Je ne sais pas si elle va rentrer dans le contexte. J'ai regardé un petit peu sur Internet l'ensemble des pays endettés. Bon, les États-Unis, bien sûr, en premier, etc. La France est 5 ou 6e dans ses eaux. Est-ce que dans tous les pays, la dette est employée de même façon? Est-ce que, voilà, là c'est dirigé sur une activité un petit peu sociale, si j'ai bien compris, les retraites, machin, etc. Est-ce que le fonctionnement de ce système est un peu général ou... voilà, parce que beaucoup de pays sont endettés aujourd'hui. Alors, Et certains peu. première remarque, tu fais bien de noter que le pays le plus endetté au monde sont les États-Unis. Oui. Et c'est d'ailleurs l'une des causes de la guerre en Ukraine. C'est pour masquer les problèmes américains. Puisque si tu veux, l'empire américain est en déclin. Faut lire le livre d'Emmanuel Todd, paru en 2002, qui s'appelle Après l'Empire. Et c'est un essai sur la décomposition américaine. Il l'a écrit en 2002. Tout ce qu'il a écrit en 2002 est en train de se matérialiser en ce moment. Pas visionnaire. J'aime pas le mot visionnaire parce que ça renvoie à une puissance extra-humaine. Non, il analyse. Il avait analysé en premier la décomposition du système soviétique, annonçant l'implosion du système soviétique. L'Empire soviétique aussi. L'Empire soviétique, enfin la Russie, qui a une dette très faible aujourd'hui. Hein. Absolument. Voilà. Alors, bonne remarque, depuis que Poutine... Alors, il y a eu la période de l'implosion de l'URSS, du système soviétique. Bon. Il y a eu la période Eltsine, qui a été mise en place par les Américains et la CIA, avec libéralisation et constitution des oligarques, et la destruction de la Russie en termes de PIB, en termes de déficit, en termes de dette, montée des oligarques, et aussi montée de l'alcoolisme à des niveaux jamais vus, et déclin démographique. Et alors, quoi qu'on pense de Poutine, hein, moi je te parle des chiffres bruts, et je les ai. Bon. Mais depuis que Poutine est aux affaires, comme on dit, en Russie, il a mis en place, contrairement à ce qu'on croit, il ne décide pas tout seul, c'est de la folie de penser ça. Il a mis en place une équipe, notamment à l'économie, dans beaucoup d'endroits, si tu veux, de la gestion, et qui fait qu'aujourd'hui, et c'est l'une des raisons aussi de la guerre en Ukraine, c'est que la Russie redevenait une puissance. Et ça, les États-Unis n'en voulaient pas. Et Non, mais attends, mais des controverses personnelles, tu peux en faire. Et sur son côté autocratique. Mais tu penses qu'on peut parler de démocratie avec les 49-3 qu'il y a dans d'autres pays à succession et désormais les 47-1? En fait, c'est pas comparable. Alors, c'est pas comparable. Voilà. Mais c'est pas une question de comparaison. Tu peux pas te dire dans un régime démocratique aujourd'hui en France. Tu peux dire en Russie que c'est un régime autocratique. Mais c'est pas une monarchie. Il y a des élections. Après, elles sont trafiquées, mais les nôtres, elles n'ont pas été trafiquées aussi. Tu veux que je te raconte le temps d'antenne pour Macron et ses sbires en rapport aux autres? Non, mais là, voilà. Là, l'analyse, effectivement, est bonne au niveau de tout ce que tu as dit là. Mais enfin, moi, la question que je voulais assérer, en fait, mais la dette française, elle concernait la dette publique, le déficit public, etc. Est-ce que, c'est un moyen, bien sûr, qu'emploient les politiques, hein, c'est certain. Est-ce que ça se passe dans l'esprit un petit peu pareil partout ou... Voilà. Oui. Voilà, c'est ça que je voulais tirer en parallèle. Mais parce que c'est ce que je t'ai expliqué au début. Oui. C'est-à-dire, quand tu transformes la monnaie en argent, que tu privatises la monnaie et que tu la mets dans les mains des marchés financiers et des banques, ils s'en servent comme capital pour accumuler. Donc là si tu veux, tu as des phrases de Marx dans Les luttes de classe en France en 1848 qui t'expliquent ça, qui te disent la dette est un des moyens pour les financiers de s'enrichir. Puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe pour la dette? L'État, n'ayant pas les recettes suffisantes, emprunte.
empruntent auprès des marchés financiers. Et ça s'est pas fait tout le temps. Ça s'est fait à partir de 71, 73, quand il y a eu une réforme de la Banque centrale française, et qui a obligé à esquiver le circuit du trésor, puisqu'auparavant, quand par exemple tu investissais dans un hôpital, qu'est-ce qui se passait? L'État demandait de l'argent à la Banque de France, qui demandait au trésor. C'était un circuit court. C'était un circuit court et un circuit public. Public. C'est-à-dire, en fait, le trésor écrivait à la Banque de France une dette de l'État, admettant de 100 millions d'euros, pour réaliser l'hôpital. Avec ces 100 millions, qu'est-ce qui se passait? Parce qu'il faut bien comprendre, et à 0% de taux d'intérêt. D'accord? Avec ces 100 millions, qu'est-ce qui se passait? Déjà, l'État ne pouvait pas tout faire. Donc, il demandait à des architectes de travailler. Les architectes, c'est le secteur privé, nous sommes d'accord. Donc, ça finançait une partie de l'économie privée. Les architectes allaient faire appel aux entreprises du BTP, privées. Il n'y avait pas des entreprises... Enfin, dans les communes, il y avait corps bâtiment. Mais au niveau de l'État, il n'y avait pas. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Bouygues est devenu numéro 1 mondial du BTP. C'est pas pour rien, c'est par les commandes publiques. D'accord? Donc, l'hôpital était construit. Une fois qu'il était construit, il fallait bien l'équiper. Donc, ça faisait travailler l'industrie, des lits, des machines, de la radiologie, etc., etc. Mais ces machines ne fonctionnaient pas toutes seules. Il fallait des docteurs, il fallait des infirmières, il fallait des sages-femmes, on y revient, et il fallait le personnel administratif. Donc, tu crées de l'emploi, d'accord? Avec ces 100 millions. Qu'est-ce que faisaient ces gens une fois qu'ils touchaient un salaire? Ils dépensaient. Ils dépensaient et ils payaient des impôts. C'était un cercle vertueux, c'est ce que tu veux Absolument. dire. Voilà. Et le principe de la marche humaine, c'est le principe de la dette. Quand tu marches, qu'est-ce qui se passe? En fait, ton corps va créer un déséquilibre, et ce déséquilibre, c'est la jambe qui avance qui va le compenser. C'est une dette. Le déséquilibre est une dette, un déficit. Quand tu rattrapes par la marche. L'ensemble des pays sont endettés, et la Chine, par exemple, aussi est super endettée. Hein? Non. Non? Ah bon. Non. Juste un point, Fabrice, 9h15. Ouais. Je me dois de faire un petit point 9h15, parce que dans une galère toujours en direct. Avec Économique Plus pour parler de l'idéologie de la dette. Fabrice Aubert à la manette, accompagné de Dany Bruet. Il nous reste 10 minutes. Moi aussi, puisque quand on a préparé l'émission, on a eu quelques éléments là-dessus. Sur le fameux trou de la sécurité sociale qui serait un mythe. Parle-nous, si tu le veux, quelques minutes, et puis je te laisse ensuite développer les autres actes. Oui, oui. Alors, la sécurité sociale, j'ai prévu une émission spéciale dessus, parce que je pense que C'est un gros morceau. ça le nécessite. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, tu as des lois qui ont été votées par le Parlement, par une majorité politique de droite, pour dire les choses de manière claire et avec le soutien du centre, sur les exonérations dites de charges. C'est aujourd'hui 40 milliards de recettes qui manquent à la sécurité sociale. Les charges qui étaient prises sur le capital et sur le... Alors, non, on ne dit pas les charges. C'était les cotisations les cotisations. Oui, oui. patronales. Les cotisations patronales. Oui, c'est tes contributions. Les contributions. Tu peux pas vivre en société si tu n'as pas de contribution. Ou alors tu vis en autarcie individuelle complète. Est-ce que ça existe? Une fois de plus, je te renvoie à l'hôpital quand tu nais. Tu n'es pas tout seul. Bon, c'est fini cette période. On est d'accord. Bon. Donc si tu veux, c'est là le discours de culpabilisation. C'est-à-dire, on te fait porter un déficit et une dette à la sécurité sociale qui est le produit du système lui-même. C'est le système qui génère les déficits et les dettes pour deux objectifs. Un, nourrir la finance, qui s'en fait, tu vois, les petits. Bon. Et deuxième aspect, le support politique, qui permet de culpabiliser les gens. Tant que tu n'as pas payé ta dette, tu ne peux pas revendiquer. Tu comprends? C'est une culpabilisation politique, la dette. Ça, c'est... Et la vidéo que je vous ai envoyée, je ne sais pas si vous l'avez regardée. Oui, oui, très bien. Franchement, j'ai trouvé ça superbe, quoi.
Et il faut j'ai plus son titre, j'ai plus le nom de la personne qui a... La jeune femme, là, qui... Mais c'est magnifique. Parce que, justement, elle te montre toute la culpabilisation individuelle qui ressort d'un discours centré sur la dette. Or, quel est le discours politique central aujourd'hui? C'est celui de la dette. Et tu as des dettes partout. Pas simplement de la sécurité sociale, mais on te met... de retraite aussi. Alors, mais... Puisqu'on est en plein dedans. Non, puisqu'aujourd'hui, c'est à l'équilibre. Il y a même 3 milliards de plus. On nous dit qu'il va y avoir un déficit de 17 milliards. Attention, on parle de prévision. Mais la prévision, c'est la prévision météo. Tu vois, ils ne planifient pas. Alors que si tu sais qu'il peut y avoir des possibilités, j'ai dit des possibilités, de risque de déficit, quel est le rôle du politique? C'est de construire les solutions politiques qui permettent de faire en sorte qu'il n'y ait plus de possibilités de déficit. Or, les moyens pour régler la question d'un éventuel déficit de besoin de financement des retraites à l'horizon 2027, de 12 milliards, l'épaisseur du trait. On sait les 200 milliards de dettes de l'État. Hein. C'est quoi? C'est augmenter les salaires. Tu augmentes les salaires, tu augmentes les cotisations sociales, tu règles la question du déficit. Tu mets à égalité salaire homme-femme à qualification égale, c'est 9 milliards de plus dans les caisses. Tu supprimes les 160 milliards d'aides aux entreprises annuelles, j'ai dit d'aides. Les entreprises françaises sont les plus subventionnées au monde. Et ils ont la glande lacrymale, c'est l'organe le plus développé du MEDEF. Hein, ça, c'est une reprise de Mélenchon. Et il a raison. Bon, donc si tu veux, la dette, c'est un discours politique et idéologique dont le seul objectif vise à te faire baisser les yeux et les neurones sur la pointe de tes souliers. Et quand tu ne cesses de baisser les yeux sur tes pieds, tu ne peux y voir pousser que les chaînes de l'esclavage, de l'ubérisation sociale du capitalisme mondialisé. Donc la seule solution, c'est de lever les yeux et en regardant l'horizon de l'émancipation humaine, d'embraser l'avenir. C'est-à-dire, c'est par les revendications sociales que tu vas sortir du piège de la dette d'un point de vue matériel réel et en même temps du piège idéologique dans lequel on t'enferme par le discours de la dette dont le seul objectif est de te culpabiliser et de dissuader tes revendications. T'es endetté, tu te tais. Est-ce que c'est clair? C'est vrai que le raisonnement est juste du moment qu'il y a eu des dettes, etc. C'est une pression psychologique pour les gens. Hein, c'est clair et net. Hein, voilà. Moi, ce qui m'a paru un peu stupéfiant, c'est l'ensemble des pays endettés. Et donc, c'est un système qui doit être généralisé de partout. Pourquoi? Oui. Mais, enfin, je l'ai dit tout à l'heure. C'est parce que la monnaie a perdu son objectif d'être un outil de circulation pour échanger des biens et des services entre les peuples, et de manière non pas équitable, mais égale, pas le même sens. Hein. L'échange équitable, c'est mieux que l'échange libéral, mais c'est pas l'échange égal. Nous sommes d'accord. Bon. Y compris pour le café. Hein. Et dire ça, c'est pas un grain. Hein. Bon. C'est censé. Bon. Mais derrière, c'est la transformation de la monnaie en argent qui permet l'accumulation. Tant que tu ne remettras pas en cause cette logique, l'intérêt des marchés financiers, c'est le déficit et la dette. C'est ça, il faut le comprendre. Et regarde, je suis tombé sur un graphique qui est absolument superbe. La France a un train de retard. Dépenses des pays européens dans leurs infrastructures ferroviaires en euros par habitant en 2021. Luxembourg, 607 euros. Suisse, 472 euros. Autriche, 271 euros. Grande-Bretagne, 159 euros. Allemagne, 124 euros. Italie, 103 euros. Espagne, 55 euros. France, 45 euros. À côté, tu apprends que plus de 2 milliards de profits pour la SNCF en 2022. Et qu'est-ce qu'on fait pour les usagers?
Alors on a appris... On augmente les prix de... Voilà. Et on assiste à la dégradation du service public. Alors on vient d'apprendre qu'il va y avoir un plan, t'as entendu? Ouais. 100 milliards en 10 ans, je crois. 100 milliards, oui. En 7 ans. 7 ans, ils veulent Alors, l'étendre. simplement attendez. Parce que là, t'as vu, je t'ai fait le calcul. 45 euros pour la France, c'est ça? Voilà. Alors 100 milliards, ça va faire ça monte Voilà. à 46 euros. Non, 55 euros, juste au-dessus de l'Espagne. Juste au-dessus. Parce que j'ai fait le calcul, j'ai voulu vérifier. Donc c'est insignifiant, c'est ce que tu veux dire. Mais évidemment. Voilà. Si tu veux, c'est l'effet d'annonce. Alors quand tu dis 100 milliards pour la SNCF, On est super. On est super. magnifique. Mais écoute, hier soir, je lisais un machin superbe. Je change de sujet, mais c'est pour te dire l'idéologie. Hein. Tu apprends que le Sénat a voté la réforme des retraites et l'allongement à 64 ans. Et c'est seulement qu'enfin que tu apprends en commission. Donc c'est pas le Sénat qui a voté. Mais le titre qui était fait par la chaîne Public Sénat, je te l'amènerai. C'est magnifique, c'est de l'histoire idéologique. Le début, c'est le Sénat a adopté Et à la fin, l'allongement. Mais c'est en commission, pas ailleurs. Alors que ce qu'il aurait été important de dire, c'est d'inverser. C'est dire en commission, les sénateurs ont adopté. Tu comprends la différence de sens? Le en commission devient une apposition du principal qui est le vote, alors que dans la réalité, ça n'a pas été adopté par le Sénat. C'est un truc de fou quand même, non? Tu vois l'idéologie? c'est une manipulation. Voilà. Et alors, je vous ai sorti un article là sur l'état et l'entretien des routes en France. Alors là, c'est un scandale. Tu sais quelle est la raison pour laquelle on a fait baisser la vitesse des trains en France? Non. Moi, je ne sais pas. Richard, peut-être? Non, je ne sais pas du tout pourquoi. Parce que Certainement, les voies sont mal entretenues, non? voilà. Comme les voies étaient mal entretenues, les trains ne pouvaient pas aller plus vite, pouvaient aller plus aussi vite. Donc on a demandé, sur certaines portions qui étaient en très mauvais état, De ralentir. de ralentir parce que la SNCF n'avait plus les moyens. Et comme entre-temps, il s'est passé l'accident de Brétigny-sur-Orge qui a fait les morts que tu connais, Donc là, c'était radical. il fallait plus. Fallait plus. Et alors, mais tirons le fil. Pourquoi on veut baisser la vitesse des voitures à 80 km/h? Les routes sont en mauvais état, c'est ce que tu veux dire? Oui, ça, il est reconnu qu'en France, les routes ne sont pas très bonnes. Eh ben mais c'est devenu parce que tu n'as plus Ah oui. l'argent public nécessaire pour la société. Là, il faut Et faire que une tout- dette. Et que tout est pompé par le système financier. C'est pour ça que je dis que, en fait, en politique, si tu veux vraiment faire de la politique économique, il faut affirmer que la dette est sociale. Tu dois tout au social et rien au capital. La dette est humaine et elle est le fondement de la société. Ton père et ta mère te donnent vie, l'éducation, ton développement, voilà ta vraie dette. C'est-à-dire, moi, si tu veux, comment je suis devenu ce que je suis devenu? Mais il n'y aurait pas eu l'hôpital pour me faire naître et les parents pour m'éduquer, plus mes enseignants au collège, au lycée et à l'université, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu et la capacité que j'ai à intervenir devant vous de manière assez forte, me semble-t-il. Donc il y a une dette J'ai une dette très importante. très importante vis-à-vis de l'environnement social, De la société. évidemment, et en premier lieu de mes parents. Mais toi aussi, Tout le et je monde. suis sûr que tu le sens. Mais il y a personne. Et comment tu le fais? Personne Eh ben, n'échappe à ça. tu le fais en rendant à tes parents les rapports sociaux qu'ils t'ont donnés. Non, c'est pas ça la réalité. Eh ben, la vraie dette, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. La dette financière, elle n'existe pas. C'est une invention du capital pour continuer à utiliser le fouet et te faire avancer. Et les mots du libéralisme masquent les mots du capitalisme. Hein. Il faut bien voir ce qu'a dit Howard Zinn, qui est quelqu'un de connu aux États-Unis. Tant que les Termine ta phrase. phrases, Termine ta phrase. tant que les lapins n'ont pas d'historien, l'histoire est racontée par les chasseurs. La dette est racontée par le capital, pas par les prolétaires. Tu peux rappeler qui c'est qui a écrit ça?
Howard Zinn. Un Américain. Encore. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça a été très très intéressant.